Bienvenue à Crime Tonic, le podcast où l'on jase d'histoires judiciaires sans se prendre au sérieux. Je m'appelle Marie-Ève. Et moi, Nicolas. On vous déniche des crimes cocasses et parfois incroyables. On se prend pas au sérieux et souvent, ça dérape. On part ça! Épisode 33, thème imposteur, partie 1. Cette semaine, je vous parle de l'une des plus grosses fraudes journalistiques du dernier siècle. Et mon champion de la semaine nous prouve qu'on peut pas faire d'omelette sans compter 2-3 mensonges. Oh! Bonne émission! Nicolas! Marie-Ève! Bienvenue à cet épisode 23 de votre podcast préféré, Crime Tonic. 33. C'est ça que j'ai dit? Je sais pas. C'est 33. J'ai compris 23, mais bon. Ah, 33. 33. Voilà. Le thème, c'est imposteur. On aime ça, les imposteurs. On a fait plein de recherches. Ouais. Tellement que, encore une fois, on a découvert 2 cas trop longs. Ouais, fait qu'on va faire un autre 2 parties. Oui. En fait, on a déjà fait des imposteurs là, Oui. dans d'autres thèmes, là, mais là, on voulait faire vraiment un imposteur. Comme thème général. Ouais, comme thème général. En avant de toute autre thématique qu'ils peuvent avoir. Oui, il y a vraiment des gens qui mentent une grosse partie de leur vie. Ouais. Puis c'est pas toujours, parce qu'on a fait des thèmes fraudeurs, t'es naturellement voleur, mais là, c'est pas nécessairement pour voler ou pour frauder, pour avoir de l'argent. Des fois, c'est pour avoir de la reconnaissance. C'est comme une espèce d'imposture, je sais pas comment dire ça, narcissique, ça me fascine, moi, ça. Ouais, exact. Souvent, indirectement, tu sais, ça va leur ouvrir des portes, là, Oui. quand même. Mais effectivement... Ça peut être très narcissique, très insidieux, puis je pense que ça laisse, le fait d'avoir été trompé peut laisser des séquelles chez les gens, parce que des fois, tu as été trompé sur une longue période. Ouais, peut-être. En tout cas, donc, vous allez voir que mon histoire, comme je vous ai dit dans l'introduction, c'est l'une des plus grosses fraudes journalistiques des 100 dernières années, sinon la plus grande. Je vais creuser parce que j'en ai trouvé d'autres que peut-être que je vous parlerai un jour si on avait un after show. J'aimerais ça qu'on ait un after show comme Ouais. la gang de Distorsion. Moi, je trouve ça cool, puis j'appellerais ça le digestif. On va y passer. T'as pas l'air Non, d'accord. Je suis super d'accord. On va penser à C'est ça. un très beau jeu de mots. C'est bien. Merci. Ouais. Merci. Puis, veux-tu faire un apéritif aussi? Ben là, ça commence à être de la job, là. OK. Parce qu'on a des emplois aussi. Faire un trou normand. Ah, un trou Ah, c'est beau, ça! Puis on pourrait inviter un Normand. Ah oui. Comme un invité qui s'appelle Normand par semaine. Ouais. OK, on arrête de jaser, là. Les gens, ils veulent C'est assez. savoir c'est quoi le cas. Effectivement. OK. On va embrayer sur nos habitudes Ouais. de chaque épisode. Je commence par le shout-out? Vas-y. Ouais, OK. C'est à mon tour de faire le shout-out. Ça nous vient cette semaine 5 étoiles de Marcus Poilus. Marcus Poilus? Ouais, j'aime mieux le dire là même. Je pense que c'est comme ça qu'il voulait qu'on dise. Ça doit. En fait, il dit « Quel duo! Wow! Facile à écouter, drôle et plusieurs petits clins d'œil à François Pérusse. J'ai écouté tous les épisodes en 2 jours. » Ben, merci beaucoup. Oh my God, il nous a bench-listené. Ah, c'est hot. Merci beaucoup. Hey, je ne sais pas si je vous l'ai dit là 10 jours. J'ai découvert qu'on pouvait mettre des étoiles sur Spotify. Oui. OK? On peut pas mettre de commentaires sur Spotify. On peut mettre des étoiles. Si vous nous écoutez sur Spotify, allez nous mettre des étoiles, ça va nous aider. Mettez-en n'importe où. Oui. Et là, j'ai une demande spéciale aussi. Suivez-nous sur nos différents réseaux sociaux. Et on a remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui écoutent le premier épisode, moins le deuxième. Si vous avez... On était pas super bon au premier. Si vous avez des amis qui ont dit « Ah ouais, je l'ai essayé, le premier, c'était moyen », puis que vous aimez ça, s'il vous plaît, encouragez-les. Dites-leur « Ah, va écouter le deuxième puis le troisième, ils sont moins pires. » Ou genre le premier de la 2e saison. Ouais. Comme les séries télé, tu sais, le monde sont comme moi. Si tu t'offres la première qui est vraiment moins bonne, tu vas voir, tu vas aimer la 2e. Mais t'es pas obligé d'écouter la première parce que ça se suit pas. Là. Non, mais on est attachant en premier. On n'est pas. Quand même. Oui, c'est pas juste parce que, tu sais, moi, un de mes podcasts préférés, moi, c'est Côté Sombre, puis ils ont enlevé leur premier épisode.
Ouais. Peut-être qu'on nous, on aimerait l'a faire jamais ça. diffusé, notre premier. C'est vrai, on l'a jamais Officiellement. diffusé, notre premier, parce que ça buzzait, le son Ouais. était vraiment pas bon, puis on s'en est rendu compte après. Ouais. Notre maison est un peu bizarre, puis je sens qu'il y a comme des esprits dans le Là, sous-sol. c'est officiellement le dernier épisode qu'on enregistre ici. Donc, mes problèmes de buzzage de micro, je suis obligé de cacher avec des filtres, ça va être fini. Yeah! Bon, on sait pas comment ça va aller à l'autre place. On sait pas. Peut-être être pire. Ça va peut-être être pire. Si jamais c'est notre dernier épisode, vous saurez que c'est impossible d'enregistrer dans notre nouveau chez nous. Voilà. Cette semaine, veux-tu savoir qu'est-ce qu'on boit? Ben, certainement. Mais moi, je le sais déjà, en fait. Oui. Peux-tu dire à nos auditeurs qu'est-ce qu'on boit? Oui, nous buvons le gin citron et tournesol de la distillerie des Trois-Lacs. La distillerie des Trois-Lacs est située à Salaberry de Valleyfield et c'est trois amis qui sirotaient un spiritueux autour du feu et qui brassaient déjà leur bière artisanale. Quand même. Et puis là, ils se sont dit « Hey, bro! » Est-ce que, je sais pas s'ils se sont dit ça de même. Est-ce qu'on fait des spiritueux? Et ils ont parti une distillerie en 2016. Vous irez voir leur site Internet. Il y a plein de belles choses là-dessus. Je pense pas que c'est un site transactionnel. Ils sont à la SAQ. Vous pouvez aussi aller visiter la distillerie à Salaberry de Valleyfield. Ça s'appelle la distillerie des Trois-Lacs parce que c'est à la jonction du lac des Deux-Montagnes, Saint-François et Saint-Louis. Ils ont plein d'idées cadeaux aussi à la distillerie même, dont un coffret découverte de 3 gins de 200 ml. Ça avait l'air super le fun. Cadeau de fête des pères, cadeau tout court. Ça a l'air vraiment bien. Il y a des prêts-à-boire. Ils font des prêts-à-boire aussi. Ils font du rhum, de la liqueur d'orange, de la vodka. Vraiment des super beaux produits. Donc, cette semaine, on boit citron et tournesol. La semaine prochaine... On en aura un autre. J'en ai un autre que je vais vous présenter, que j'ai reçu en cadeau d'une amie. Shout out Mimi. Donc, oui, je vais vous présenter ça. Puis, je vais essayer de vous arriver aussi avec une petite recette de cocktail. Je vais essayer de trouver mon livre de cocktail dans mes boîtes. C'est une mission que je me donne. Sinon, on cherchera sur ce qu'ils appellent les interwebs. Oh, tu penses qu'il y a des recettes de cocktails sur les interwebs? J'ai entendu dire. Oh, mais tu sais quoi? Il y a aussi des recettes de cocktails sur le site Internet de la distillerie des Trois-Lacs. Bon. Ils doivent savoir quoi faire avec leurs produits. J'espère. Les bros. Comment ça te le reste de même? Exactement. Bro. Fait que tu commences-tu avec notre champion de la semaine sur le thème imposteur? De qui tu nous parles? Certainement. Nicolas. Je te fais ça. Ton cas, tu dis, c'était... c'est quel thème? C'est... Journalistique, hein? Oui, c'est journalistique, exactement. Okay. Moi, c'est pas journalistique. Mais je l'ai dit, tu te rappelles-tu, au Québec, en fait, dans les moitié des années 2010, on a eu droit à quelques révélations chocs sur des personnalités publiques qui n'étaient pas tout à fait qui ils prétendaient être. Parles-tu d'Éric Salvaille? Ouais, non, ça, c'est pas pareil, ça. Ah! Lui, je pense qu'il prétendait être qui il était. Il voulait juste pas se faire pogner. Ah, OK. Non, c'est le genre de truc qu'on dirait que, tu sais, une fois que tu en découvres un, après ça, ça devient comme une chasse aux sorcières, là, puis tu en découvres plein d'autres par la suite. Ça fait des bonnes unes. Ouais, effectivement. Ça fait du bon média. Dans le milieu journalistique, il y avait François Bouguingo. Wow! Au Québec, en fait, sûrement ailleurs, d'après moi, il devait travailler pour d'autres agences de presse. Là. Ça doit. Fais-nous un mini-résumé. Ouais, c'est pas mon champion. Je sais. C'est juste que, c'est ça, durant des années, en fait, c'était le petit chouchou ici au Québec. Il était toujours dans l'action. Hein, il faisait des reportages à travers le monde en zone de guerre. Il rencontrait les plus grands de ce monde. Là. Écoute, je sais pas s'il y a quelque chose qu'il n'a pas fait ou quelque part qu'il n'est pas allé. Là. Ouais. Ces histoires étaient toujours plus rocambolesques les unes que les autres. Jusqu'au jour où on s'est rendu compte que finalement, tout était faux. Hein. On est alors en 2015. Après que ces mensonges soient dévoilés au grand jour, il va se retirer de la vie publique et remettre sa carte de presse à la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. Ah oui, il y a certains médias qui ont fait le tour de ces mensonges. Puis c'était un excellent raconteur, en fait. Puis il racontait des excellentes histoires. Puis il racontait qu'il était en grande situation de danger.
C'était de toute beauté. Puis je me rappelle, dans ce temps-là, j'écoutais beaucoup la radio parler, là, puis je me rappelle très bien d'avoir entendu du Trisac dire que cet homme-là était extraordinaire, qu'il livrait un excellent travail journalistique, que ça avait pas... Puis là, mais il n'y avait aucune raison de croire que l'autre mentait, là. Non, c'est ça. Puis, tu sais, son contenu était incroyable. C'est juste Ouais. que, tu sais, nous, on peut dire un peu n'importe quoi dans notre podcast. Là. Oui. On essaye de pas, là, mais tu sais, je veux dire, j'ai pas... un journaliste se doit, tu sais, de fact-checker ses affaires. Là. Tout à fait. Puis ils ont souvent une équipe pour checker Ouais. les faits en plus. Mais lui, il se disait en zone de guerre et en grand danger. Et, si on l'écoutait, là, il vraiment, là, il risquait sa vie tous les jours, puis c'était même pas vrai. J'aimerais ça un jour vous en reparler. Peut-être un after show ou peut-être une petite capsule sur lui. Ouais, Quand ça serait intéressant. Ah ouais, quand se sont mis, les journalistes se sont mis sur son cas, là, parce qu'il s'allie la profession, là. Ouais, c'est ça, exact. Oh my Tu peux pas God! permettre, tu sais, à quelqu'un de faire n'importe quoi. Après ça, on croira plus les journalistes. Exactement. Il y a déjà une méfiance des fois. Est-ce qu'ils nous disent tout? Est-ce que les journalistes nous enlignent nos opinions? Ça fait mal à la profession. Ouais. Mais bref, j'aurais pu prendre lui, mais j'en ai choisi un autre, en fait. Et je vais te parler, c'est pas mal dans les mêmes années qu'il a été démasqué. C'est Giovanni Apollo, le chef cuisinier de renommée internationale. Oui. Hein? Tout d'abord, qui est ce Giovanni? Né en 1967 dans un petit village italien. Dès l'âge de 13 ans, il va quitter sa famille pour aller étudier la cuisine sous un grand chef français de réputé internationale, Paul Bocuse. Oh mon Dieu, Bocuse. Oui. C'est hot, ça. Oui. Il y a des restaurants Michelin, lui, avec des étoiles Ouais, Michelin et tout, là. Ouais, j'ai regardé rapidement, puis j'ai pas tout à fait compris, là, mais je pense que il y avait le record pour le plus long. Avoir un restaurant qui détenait 3 étoiles Michelin pendant le plus longtemps, Ah comme oui. 55 ans, quelque chose de même. Là. Ah non, Bocuse, c'est... ouais. Oui. Mais ça, nos amis français vont le connaître, là. Oui. OK. Il y avait des restaurants nord-sud de Suisse, là, quelque chose de même. Là. OK. Ben oui, nous, on a des auditeurs en France, on est vraiment big, là, ça en passant. Puis on a des auditeurs français, ils vont le connaître. Dites-nous si vous le connaissez. Ouais. C'est donc en France qu'il va apprendre tout ce qu'il sait, hein, sous le chapeau, sous l'aile de Paul Bocuse. Il va avoir la chance aussi de servir plusieurs grands de ce monde, dont Jacques Brel et François Mitterrand. Wow! Il aurait donc servi le président de la France lorsqu'il était chef au prestigieux Palais de l'Élysée. Palais de l'Élysée. Ouais. À l'âge de 22 ans, il va décrocher un poste de chef au Caesars Palace à Las Vegas. OK. On est déjà allé? Oui. Ou on est juste passé devant? Ben, on a passé dedans. Ah, dedans? Ouais. Mais on n'a pas mangé. Ah, on est allé manger. Ouais, on a mangé là. On a mangé un Pokéball à 46 pièces. Ouais, ça devait pas être son restaurant, là, nous autres, c'était plus un prêt à manger. Ben là. Simili. En tout cas, on est allé. Juste vous dire qu'on n'est pas allé à Grand Place, fait qu'on voulait vous le flasher. Je voulais vous le flasher quand on est allé. Ouais. C'est à Las Vegas, en fait, qu'il va faire la rencontre de 2 Québécois. OK? Giovanni nous raconte à l'émission Tout le monde en parle, je pense. OK. Qu'il était dans un bar à Las Vegas lorsqu'il entend parler en français, mais avec un accent très fort, un drôle d'accent. Okay? Il va s'approcher des 2 hommes, il va demander d'où ils viennent. Les 2 hommes vont dire de la Beauce, esti. Et Giovanni, lui, croyait que la Beauce, esti, c'était une région de la Belgique. Mais non, c'est une région au Québec, Giovanni. La Beauce, ça existe. Et les 2 hommes étaient en fait Guy Cloutier et Jean Pilote. Et Jean Pilote, je le connaissais pas. Ça a l'air que c'était le mari et gérant de Ginette Renault. Ah, OK. Ouais, mais personnellement, je le connaissais pas. Les 2 hommes d'affaires ouvrent un restaurant à Québec, le Capitole. Ah, OK. Okay. Fait que là, il va déménager à Québec où il va se faire découvrir dans les médias, entre autres. Hein. Giovanni, on a entendu parler beaucoup au début des années 2000. Il va ouvrir aussi des restaurants, participer à différentes émissions de télé et publier des livres de recettes. Un de ces restaurants à Québec est le Pastapolo. Hein, quel jeu de mots. Oh. Les pâtes au poulet. Ben oui, parce que Polo, c'est des poulets. Pollo. Mais c'était en espagnol. Pas sûr que c'était en italien. Ben, je pense que c'était en italien aussi. Peut-être. Peut-être pas.
Nos auditeurs m'excuse. italiens nous diraient. On y sert à son restaurant Pastapolo des recettes inspirées de son enfance. Hein. Les murs sont d'ailleurs placardés de photos de son enfance en Italie. Dans ces restaurants, on sert aussi des viandes exotiques, dont le gnou. Le gnou. Et du crabe à carapace molle. Ah. Ça a l'air, c'est des viandes très exotiques. Les investisseurs se l'arrachent. Hein. Si tu veux te partir à un restaurant, c'est le temps de t'associer avec Giovanni qui a le vent dans les voiles. Mais c'était bon. Oui. C'était bien. Oui. Tu sais, mais c'est ça l'affaire, c'est tant mieux. Tu sais, excuse, parce que là, c'est pas un punch, là. Non, c'est ça, c'est pas un punch que tout ça, c'est pas vrai. Là. C'est ça, que c'est un imposteur. Mais si c'était bon, Non, tout à fait. tu sais, Mais, dans le tu sais, puis on va avancer un peu, là, Ouais. vu que t'as parti la discussion, mais effectivement, là, ça enlève rien de toute l'expérience qu'il peut avoir en cuisine, puis du fait qu'il fait quand même des bons plats. Ben, c'est ça, s'il fait de la bonne bouffe. Exact, c'est ça. génial. Si les gens apprécient sa nourriture, si... Parce que, tu sais, Giovanni, là, au-delà de tout ça, là, il faisait des entrevues dans ce temps-là et il est devenu populaire parce que c'était un bon vivant, parce que c'était un gars sympathique. Ouais. Tu sais, il y a ça, tu peux pas y enlever ça. T'sais. Non, c'est ça. Mais Mais- est-ce qu'il se serait fait connaître si Il avait pas compté. il avait pas... ouais, c'est ça. Si c'était pas mis de l'avant comme ça, puis il avait pas compté, en fait, des mensonges. Hein. T'as En tout cas, raison. on va passer à travers la Ouais, liste. Hein. continue. La fin des années 2000, début 2010, c'est un peu plus sombre pour le chef, par contre. Hein. Après avoir attaqué le nouveau copain de son ex-femme au Ah! spectacle de sa fille, ouais, Ben non! il l'aurait tapoché. Ben non! Ouais. Hey, puis il était imposant, Giovanni, là. Ouais. Il a été accusé formellement pour ça et reconnu coupable, même s'il n'y a eu aucun OK, genre avec sursis, là. ouais, genre, là, Il y a il y a pas eu eu l'absolution là, pour ça, là, mais il a été quand même reconnu coupable. Il a pété à gueule au nouveau chum de son ex-femme. Ouais. Et aussi des employés qui l'avaient accusé d'abus physiques et ou sexuels. Ah! Ouais, il va être reconnu coupable pour certains de ses chefs d'accusation. Ah, je savais pas! Ouais. Mais, Mais, en 2017, OK, Oui. il y a un merveilleux article de la journaliste Isabelle Haché qui sort dans la presse. OK? je l'aime, elle. Ouais. Oui, hôtel. Va dévoiler au grand jour la vérité sur notre petit Giovanni national. Donc, on recommence au début. OK. OK? Giovanni n'est pas né en Italie, Ah, c'était même pas vrai. non, mais bien en France, à Bourg-en-Bresse. OK. Je n'ai même pas googlé c'était où. En fait, il s'appelle même pas Giovanni, OK? Son nom, c'est Jean-Claude. Ah. Jean-Claude Apollo. Bah, ça. Mais ça, tu sais, Penses-tu que. On allait dire Mitsu s'appelle Mitsu? Peut-être. oui, ça s'appelle Mitsu. Ah, ça s'appelle pas. Mais Madonna s'appelle pas Madonna. Non, c'est ça. Tu sais, c'est ça. C'est se donner un nom d'artiste, c'est pas la chose la pire que quelqu'un peut faire. Pas tout. Mais ça arrête pas là. Il est donc pas né en Italie, mais ses parents sont quand même italiens. Okay? Bon. Il serait pas né non plus en 1967, mais plutôt en janvier 1970. OK. Ce qui fait qu'il n'aurait pas pu servir Jacques Brel Ah. parce qu'il est mort quand il avait 8 ans. Non. Genre, tu sais, il y a des petites affaires dans la main. Tu sais, Ben, à un il moment donné, aurait quand pas tu te mets à plus- mentir il aurait sur, pas plus pu à 11-12 ans, là, mais. ben, à travailler dans un restaurant, en tout cas, bref. Tu sais. Non, il aurait pas pu plus à 11-12 ans, mais en tout cas, c'est Ben, pas... effectivement, Mais tu sais, mais il y a même, ça me s'est rajouté 3 ans. oui, Pourquoi? je sais pas. C'est ça. Peut-être pour pas... En tout cas, vas-y. Bon, peut-être pour qu'on le retrouve pas facilement. Exactement, pour brouiller les pistes. Ouais. Comme moi, je t'ai dit, j'avais quel âge? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais s'il n'a pas vécu en Italie, il n'a jamais non plus quitté l'Italie pour aller étudier sous le chef Paul Bocuse. Bocuse? Bocuse, je pense. Ok. Mais, c'est-à-dire qu'il a peut-être pas quitté l'Italie, mais il a peut-être resté en France pour étudier sous Paul Bocuse. Ah oui, tout à fait. Il restait en France avec sa famille. Mais d'après les recherches, le restaurant dans lequel il aurait travaillé au début de son adolescence serait plutôt à 2 km de la maison familiale Oh. et non pas, genre, quitter son pays pour aller travailler. Ah ouais, c'est ça. C'était comme romancé. Ouais. Et justement, Paul Bocuse, eh bien, Apollo dira plus tard qu'on aurait mal interprété sa pensée, même si c'est écrit noir sur blanc dans un de ses livres qu'il avait étudié sous Paul Bocuse. Il aurait plutôt voulu dire qu'il avait étudié avec des élèves qui avaient étudié sous Paul Bocuse. Tabarouette. OK? Fait que, genre, le fond,
Je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a eu des cours de lui. Même chose pour le Caesars Palace. Oh. Il n'aurait pas été chef là-bas, il aurait travaillé dans la cuisine au Caesars Palace. OK. T'sais, mettons. La journaliste a également interrogé Jean Pilote, qui dit n'avoir jamais même rencontré le chef de sa vie, encore moins l'avoir incité à venir travailler au Québec après l'avoir rencontré dans un bar à Las Vegas. Ah ouais, mais tu sais, c'était peut-être un soir de beuverie, puis il s'en rappelle pas non plus. Là. Moi, je pense pas. Ben, parce que la rencontre doit avoir... Si ça s'était passé, la rencontre a été plus déterminante pour Giovanni que pour Jean Pilote, qui lui s'en fout, qui est assis au bar, qui a vu un gars qui a dit « T'es qui? Je viens de la Beauce, nanana. » Puis il a fait « Ah, je vais faire ça, mais l'autre s'en est jamais rappelé. » Peut-être. Ce bout-là, moi... On dirait que je donne le bénéfice de je sais là, que c'est un imposteur. Ouais. Mais... OK. D'accord. Oui, c'est parce qu'à un moment donné, quand tu te mets à mentir sur des niaiseries, là, qu'est-ce que tu peux croire? Non, tout à fait. Puis tu sais, je veux dire, il a romancé ça à l'os. Ouais. Également, s'il n'avait pas grandi en Italie, d'où viennent toutes les photos qui tapissent son restaurant? Oh my God! Mais ce serait des clichés pris environ 20 ans avant la naissance de Jean-Claude par un photographe italien, Mario Cotaneo, qui a documenté en fait les rues de la ville de Naples dans les années 50. Ah, c'est même pas lui? C'est même pas lui. Puis il disait que c'était lui? Ouais. Oh my God! Ça, c'est moi, puis ça, c'est mon frère, puis ça, c'est mon ami. Puis là, non! Ouais, c'est quand on était dans la ville, là, puis on était jeunes, puis... Ben, voyons donc! Ouais. Il s'est inventé des photos! Pauvre monsieur! Ouais. Ah oui, j'ai oublié de mentionner aussi, en entrevue ou dans ses livres, je ne me rappelle plus exactement, il parle un peu de sa famille qui habite en France et qui ne comprennent pas ce que Giovanni fait ici au Québec. T'sais, il dit ma famille, ils ne savent pas trop pourquoi je suis venu ici, ils ne savent pas trop qu'est-ce que je fais, okay. Tout ça. Mais lorsque la journaliste va rejoindre son frère, Joe Apollo, il va dire avoir arrêté de parler à Jean-Claude lorsqu'il a appris tous les mensonges qu'il racontait à propos de sa vie. Oh, pas vrai! Ça fait 15 ans qu'il n'a pas parlé à son frère parce qu'il a dit arrête de raconter des mensonges. Ben voyons donc. Ouais. Je mentionnais aussi que dans ces restaurants, on pouvait voir au menu de la viande exotique. Oui! Après enquête, il semblerait que le gnou aurait été en fait que du cheval. Entre autres, c'est illégal d'importer de la viande de gnou au Québec. Ah, wesh! Fait qu'il vendait comme du gnou, mais c'est même pas possible. Non, c'est ça. C'était juste du cheval. Et le crabe, en fait, qui devait provenir d'un de ses contacts en Afrique, là, le crabe à carapace molle, c'est en fait un gros spécial au Club Presse, qui est maintenant le Costco. Ah! Ouais, il avait juste fait venir une grosse commande du Club Presse. Mais je pensais que ça se pouvait, manger du crabe à carapace molle. Ben, ça doit, mais c'était pas ça qui servait. OK. Ouais. Oui, ça a l'air que c'est quelque chose qui oui, c'est ça. vient d'Afrique. Je sais pas si j'en ai déjà mangé ou j'ai déjà vu ça, mais lui, il y avait comme du crabe royal. Parce qu'ils vendent ça là, chez Costco, des pâtes de crabe royal. Fait que du poignet celui qui était borderline, là, puis il servait ça dans ses restaurants au gros prix. Juste de la goberge. Du simili-crabe là, en bâtonnet. Là. Puis là, le monde mangeait ça sur des canapés avec du cheese whiz. Puis il était comme, c'est fantastique. Puis, tu sais, tous les investisseurs aussi, parce que le monde, il se l'arrachait littéralement. C'est-tu vrai? Ouais, il aurait également fait perdre de beaux montants d'argent à différents investisseurs en pensant, des investisseurs qui pensaient faire une bonne affaire en s'associant avec Giovanni. Oui. Entre autres, il aurait, semblerait-il, fait perdre un beau 2 millions en investissement de Tony Accurso. Oh shit! Qui veut faire perdre de l'argent à Tony Accurso? Je sais pas, mais il est encore là, Giovanni. Tout à fait. Il y a un restaurant, je pense, sur la rive sud, là, quelque part, là, Saint-Jean-sur-Richelieu. Ah! Ouais, il est encore en restauration? Ouais, il vient de réouvrir une affaire. Là. Ben, tu sais, je comprends là que c'est un imposteur, mais si ce qu'il fait, c'est bon. Ben, c'est ça, exact. Moi, tant que c'est bon. Ouais. Mais là, c'est plate de payer pour du... Faut pas que tu payes pour du gnou si tu trouves pas ça fou raide. Parce que c'est peut-être pas du gnou. Ouais. Mais si c'est bon, paye, mange. Mais t'es supposé de te faire donner qu'est-ce que tu payes. En tout cas, oui, vraiment. Ben oui, vraiment. C'est vraiment de l'escroquerie. Là. Oui, c'est de l'escroquerie. Mais je savais pas qu'il était encore en restauration. Ouais. Oh my God. En fait, la seule chose qui était vraie dans tout ce que je t'ai raconté au début, ce sont les allégations d'abus et de violence dont lesquels il a été reconnu coupable. D'ailleurs, oui. Par lesquels il s'excuse d'être européen et d'avoir été élevé comme ça. C'est la raison pourquoi il a frappé ses employés
durant les Ah oui, quarts ses de employés travail. aussi, pas juste le nouveau chum de sa... Non, c'est ça. le conjoint de son Il aurait ex-femme. étranglé un de ses employés qui était venu demander son chèque de paye. Ben voyons donc! Ouais. Oh my God! OK, allez pas encourager son nouveau restaurant. Je vais pas recevoir des lettres pour diffamation, mais en tout cas. Oh my, je veux savoir c'est quoi son nouveau restaurant. Si vous le savez, écrivez-nous, ça m'intrigue. C'est pas dur à trouver. Là. Non, dis-le pas. OK. Dis-le pas. On est un petit podcast. On vient de s'acheter une maison, on est cassé. On veut de l'engagement. Aussi. Oui, c'est ça. Il faut que ça, genre ça, fait une mise en demeure, Nicolas. C'est bon. C'est à ton tour, ma chère. Oui? Tu veux savoir de quoi je te parle? On est rendu là. Tu vas capoter. Sûrement. Oui. Écoute, ton cas, quand tu arrives et tu dis hey, j'en ai trop, il va falloir qu'on fasse un spécial en 2 parties. C'est tout le temps excitant. Oui, non, c'est le fun. Puis c'est un beau cas, puis j'ai vraiment aimé ça le creuser. Vraiment, j'ai eu du plaisir à creuser ce cas-là. Ben, vas-y. Je t'amène le 31 mars 97. On commence par une scène. On commence... j'ai fait un storyline. Ah oui? Oui. C'est bon. Je suis hâte de même. Je t'écoute. Le 31 mars 97, Stephen Glass, un journaliste travaillant depuis environ 1 an pour le journal The New Republic, livre un article de fond sur la conférence d'action politique conservatrice. Ah ben ouais. Ouais. Dans cet article, une scène est décrite et cette scène est particulièrement frappante. Okay? Stephen Glass parle d'un groupe de 8 jeunes hommes qui, pour se désennuyer durant la conférence là, qui dure quelques jours, étaient partis à la recherche, un soir de beuverie, de la femme la plus laide et la plus solitaire. Wow. C'est du grand n'importe quoi. Ben ouais, c'est bien ça. Écoute, c'est quel comportement mature. Gentleman, me diras-tu? Bien sûr, te répondrai. Je te rappelle que nous sommes dans le cadre d'une conférence conservatrice. Les jeunes hommes avaient fini par trouver une proie, l'avaient attirée dans leur chambre d'hôtel, je te précise, l'hôtel Omni Stoneham, et l'avaient humiliée sexuellement. Ouais, rien de moins. Les détails de l'article étaient nombreux, notamment le sol de la chambre d'hôtel jonché de bouteilles vides provenant du minibar. Il y avait vraiment des détails, là, comme Stephen Glass avait été témoin de cette scène dégueulasse. Ouais. Cependant, l'article a été contesté par nul autre que David A. Keene, qui est président de l'Union conservatrice américaine. Mais bon, avec des allégations comme ça, on se dit, of course, qu'il va se défendre. Ouais, c'est ça. Tu fais pas comme, ouais, non, c'est moi. C'est moi puis 8 tatas. S'il fallait recommencer, je recommencerais. Ouais, non, c'est ça. C'est sûr qu'il va se défendre. Il faisait pas partie des 8 jeunes hommes, mais comme président de l'Union conservatrice américaine, il va se défendre. Mais il a surtout qualifié Stephen Glass d'écrivain de fiction et a quand même soulevé un détail intéressant. Les chambres de l'hôtel Omni Stoneham ne possédaient pas de mini-bar. Oh. Le rédacteur... Fait que là, il ne pouvait pas avoir de mini-bouteilles. Ça s'achète, là. Il y en a à la caisse à SAQ. Là. Exactement. C'est excellent point, Nicolas. Donc, le rédacteur en chef du New Republic, qui était Michael Kelly, va confronter Stephen, son jeune poulain, sur ce détail en lui disant, là, il amène quand même un détail intéressant, il n'y a comme pas de mini-bar dans ses chambres d'hôtel. La version de Stephen était que les chambres comprenaient au moins des mini-réfrigérateurs. Il dit, il n'y a pas de mini-bar, mais il y a des mini-réfrigérateurs. Vérification faite, c'était le cas, mais les jeunes hommes auraient-ils acheté des mini-bouteilles par eux-mêmes? Qui achète vraiment des mini-bouteilles pour un soir de beuverie, peut-être pour se cacher, donc c'est pas impossible. Ouais. Surtout des conservateurs. Ben, c'est ça. Hein? En 2 prières, tu prends une shot de tequila. Voilà, parce qu'il faut que tu caches ça dans tes bagages. Michael Kelly, donc le rédacteur en chef, a tout de même donné son support à son journaliste, alléguant que des jeunes hommes sous l'influence de l'alcool sont capables de tout. Lui, il croyait vraiment à la version de Stephen. Donc, il y croyait sans se douter que A, cette scène était bel et bien une invention, et B, que ce n'était ni la première ni la dernière de Stephen.
La scène au complet, c'est une invention? La scène au complet est une invention. Wow. Oui, c'est grave, hein? Mais qui est donc Stephen Glass? Et là, je vais te le demander en ondes. Stephen, PH. Si on dit-tu Stephen ou Steven? Moi, je dirais Stephen. Stephen. Comme Stephen Harper. Stephen. Ah oui, t'as raison, on dit Stephen. OK, Ouais. je vais dire Stephen. Stephen Glass. Stephen Glass. En plus, ça se dit bien. Je pourrais le dire 3-4 fois de suite sans me tromper. Ouais? Ouais. Vas-y donc. Non, j'ai dit je pourrais. Ah, OK, tu le feras pas. Non, c'est ça. OK, ben c'est pour notre Patreon. Ouais, OK. Pour 9,99 par mois, tu m'entends dire Stephen Glass 4 fois. Pas game. Stephen Randall Glass, donc, est né dans les années 70 dans la petite communauté des Highland Park en banlieue nord de Chicago. Highland Park est reconnu pour être le berceau de tous les espoirs hollywoodiens, OK? Des grands réalisateurs, des scénaristes qui proviennent tous de ce quartier aisé. Ça me dit quoi en plus, Highland Park? Je pensais pas que c'était de Chicago, là, mais... Banlieue nord de Chicago. Puis là, il est nommé, là. Puis là, toi, t'aurais eu bien du fun de dire « Ah oui, lui, genre Woody Allen. Il nommait le créateur des pierres à feu. Okay. Je sais pas c'est qui. Anna Barbara. J'ai Nicolas. Je ne sais je pas. sais pas. Je ne sais pas, Nicolas. Mais il y en a énormément. C'est reconnu pour ça. OK. En fait, c'est que l'école secondaire possède l'un des meilleurs programmes académiques très orientés sur le 7e art. Et l'enfant moyen est extrêmement doué. Okay. Donc, t'as beau être bon, tout le monde est meilleur que toi tout le temps. C'est un peu comme ça. Puis c'est vrai que l'école est hyper centrée sur la créativité. Il y a comme des troupes d'improvisation où est-ce qu'il faut qu'ils montent des musicals en 15 minutes, puis ils sont notés là-dessus. Puis, ouais, c'est vraiment... c'est un peu hardcore. OK. Mais Chicago, c'est reconnu pour les musicals. Là. Ah oui? Ben, il y a la... T'as raison. Il y a la comédie musicale de Chicago. Là, fait que je suppose que ça part de quelque part. Ça doit. Broadway, c'est pas là, par exemple? Non, ça, c'est à New York. Bon, ben, c'est ça. C'est loin, ça n'empêche pas le reste du monde de faire quand même des comédies musicales. Ça devrait pas. On va dire ça. Dans la famille Glass, le paternel Jeffrey est gastro-entérologue et la maman Michelle est infirmière. Les enfants ont passablement de la pression pour briller, OK? Et le frère de Stephen, qui est prénommé Michael, réussit très bien. Dans mon histoire, il y a énormément beaucoup de Michael. Okay. Tout le monde s'appelle Michael. Stephen puis Michael. Oui, bien ça, c'est son frère, Michael. Tout le monde réussit bien. Surtout Michael, honnêtement. Son frère, il est vraiment bon dans ce qu'il fait. Il fait un peu de l'ombre à Stephen, d'ailleurs. Michael est brillant, est hyper populaire en plus. C'est une quasi-vedette à l'école secondaire. Il obtient juste des premiers rôles. OK. Stephen, lui, il a une personnalité un peu plus atypique. Il donne l'impression d'évoluer dans l'ombre de son frère, mais pourtant, il réussit super bien. Il est président du congrès étudiant, il est doué. Stephen est finalement accepté à l'Université de Pennsylvanie dans un programme pré-médical, en fait, parce que les parents de Stephen souhaitent qu'il devienne médecin. Et Stephen, il ferait n'importe quoi pour plaire à ses parents. Ah. Donc, il tente de suivre des cours, mais il finit par échouer parce qu'il n'est pas super intéressé. Ça marche pas d'écrire n'importe quoi dans tes examens de médecine. Attends, on le sait pas encore. Ah, OK, on le sait pas encore. Donc, il finit par échouer. Par contre, il va s'impliquer dans le journal étudiant. Ah. Et ça, il aime bien ça. Ben, c'est ça. Il y a eu la piqûre journalistique. Ben, je crois que oui. À cette époque, il est reconnu pour être un drôle de personnage. Là. Il y a plusieurs personnes qui le décrivent comme androgyne, fier, et on le présume asexuel ou peut-être homosexuel, très gêné. On n'est comme pas sûr de... C'est pas très grave aujourd'hui, c'est ça, me c'est diras-tu. toutes des affaires qu'on se sacre parce que ça n'a pas rapport avec le journalisme. Non, vraiment pas. C'est juste que les élèves avaient de la difficulté à le saisir. Il n'y avait pas de copine, il n'était pas ouvertement homosexuel, il était efféminé. Dans ce temps-là, c'était un scandale. On est dans les années 90. Aux États-Unis. Donc, il était comme un peu atypique. Il était un petit peu... Il détonnait. Il était pas dans une gang au secondaire. Exactement. C'était pas la gang des mâles alpha, c'était pas... C'est pas un jock, puis c'était pas un nerd. C'est ça. On va le dire de même. C'est comme un jughead. Ah oui!
quelque chose du genre de Archie. Stephen Glass est diplômé en 94 et commence en tant que stagiaire pour The New Republic en 95. Ses tâches de stagiaire sont banales, hein, comme toutes les tâches de stagiaire, mais tout le monde l'apprécie beaucoup. Il est super travaillant, il est avenant. Surtout, il sait tout sur tout le monde et il veut que tout le monde l'apprécie. Il a le constant désir de plaire. Tellement que l'une des phrases qu'il demande le plus souvent est « Es-tu en colère contre moi? » Il demande souvent ça. C'est bien gentil. Ouais, il voulait vraiment que tout le monde l'aime. Stephen demandait régulièrement à ses collègues s'il avait fait quelque chose de mal. Il était un peu insécure. Donc, certains trouvaient ça cocasse, d'autres étaient extrêmement irrités. Ben, maintenant, c'est drôle une fois. Là. Ben, il y a des gens pour qui l'insécurité est un irritant. Ouais, vraiment. Non, je comprends. Donc, il y en a qui le trouvaient super attachant à cause de ça. Si au départ, son travail d'écriture n'est pas super impressionnant, hein, une commande du propriétaire lui-même lui permettra de briller. En effet, le propriétaire du New Republic, qui s'appelle à ce moment-ci Martin Perez, lui commande un article sur la tendance des chauffeurs de taxi noirs à Washington à être remplacés par des chauffeurs issus de d'autres minorités visibles. Okay. Lui, il pense que c'est une bonne idée d'article. Et c'est ici que le talent de Stephen va véritablement être découvert. Son talent, c'est d'être capable de dénicher des personnages forts pour illustrer des propos dans ses articles, comme s'il était complètement infiltré du milieu. Ouais, c'est ça. Fait qu'il trouve des personnages qui portent un message, la manière qu'il décrit ces personnages, la manière qui... Puis ils sont supposés exister pour de vrai. Ben c'est ça, il est capable de tout le temps trouver la personne parfaite pour représenter le sujet et son point de vue journalistique. Exactement. Et très coloré. Très coloré. C'est ça, qui se démarque. Qui se démarque, haut en couleur, qui frappe l'imaginaire. Tu sais, s'il décrit un chauffeur de taxi noir, il va décrire ses grosses dreads, une caricature. Ouais. Puis avec un propos fort, puis, tu sais, vraiment frappant. Ces anecdotes sont, comme je te dis, colorées et super intéressantes et c'est ce qui restera sa marque de commerce à venir. Mm-hmm. Tu sais, tantôt, quand je te parlais de la chambre d'hôtel avec les bouteilles qui jonchent le sol, tu sais, tu te l'imagines, la fumée de cigarettes, la table basse en marbre, tu sais, tu vas vraiment t'imaginer, puis ces articles étaient vraiment comme ça. Ouais, c'est comme, il décrit les lieux, puis ouais. Ben, c'est sûr que, bon, tu sais, ça aussi, là, c'est un spoiler alert, là, mais... Oui, c'est un imposteur. C'est sûr que quand tu peux écrire qu'est-ce que tu veux, t'écris des affaires qui marquent le plus l'imaginaire, là. Oui, puis c'est d'où est-ce qu'il vient aussi, tu sais, il a étudié en cinéma. Ouais, c'est ça. Ben, tu veux pas une introduction à la Stephen King non plus. Non. Tu veux dire plein de détails. Ouais, quand tu lis un article, tu sais, je veux dire, tu veux savoir qu'est-ce qui s'est passé, tu veux des faits, tu veux quelque chose de concis, là. Tu veux pas une introduction, puis la couleur du papier peint, puis comment que, tu sais, le jaune de cigarette a envahi, dit, à un moment donné. Non, c'est ça, tu veux des choses frappantes, mais il y a aussi qu'il étudiait, il écrivait pour plein de journaux, mais il écrivait pas pour des journaux économiques, là. Il écrivait pour des journaux qui, à mon sens, à moi, ont des articles choc un peu, tu sais, qui essayent de faire avancer les choses, revendiquer des trucs, se démarquer. Ouais. On parle pas de sujets, ça peut être des sujets lourds, mais c'est pas des sujets drables. Ouais, ok. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est son espèce de manière de colorer son propos était comme super bienvenue. En 96, il y a un nouveau rédacteur en chef qui arrive au New Republic qui s'appelle Michael Kelly. Donc, c'est sous sa direction que Stephen remettra son premier article long, OK? Parce qu'il écrivait, mais c'était des articles plus courts. Cet article, coloré et quelque peu grinçant, traite de l'organisation suivante, le CSPI, qui est le Center for Science in the Public Interest, et de son président, qui s'appelle aussi Michael Jacobson, excuse-moi. Le problème, c'est que l'organisme gouvernemental est présenté comme une véritable farce, OK? Le premier paragraphe rapporte une anecdote selon laquelle le président en question, qui est Michael Jacobson, questionne de façon
obsessionnelle une pauvre employée d'un restaurant sur les ingrédients de ses plats. Parce que c'est un organisme alimentaire qui est supposé superviser les normes d'alimentation au pays. Ouais. Puis, l'organisme est non seulement présenté comme une espèce de farce qui check les gras trans dans tout. Puis son président est présenté comme une espèce de personne qui a un trouble obsessif-compulsif puis qui questionne une pauvre employée d'un restaurant chinois là, qui parle même pas l'anglais correctement. Tu sais, c'est vraiment fort comme image. Pour les faire passer comme... Des tatas. Ouais, une caricature. Une caricature. Tu sais, il a pris comme une employée, une pauvre employée, peut-être un immigrant de première génération qui parlait peu la langue, qui était pas au courant des normes, puis l'autre, puis le méchant monsieur du président de l'organisation la rince, là, tu sais, puis il demande des questions qu'elle sait pas puis qu'elle comprend pas. Tu t'imagines l'image, là, tu sais, ou la caricature que tu pourrais faire de ça, là, avec l'autorité, là, super gros, là, qui est en train de chialer sur quelqu'un. Oui, en mangeant des spare ribs, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, on est vraiment dans l'anecdote savoureuse et des personnages très fort. Le président du CSPI, Michael Jacobson, fournit une réponse détaillée à l'article. Hein? Il n'est pas content d'être peint comme un niaiseux. On le comprend, il a l'air complètement idiot et obsessionnel. Selon sa version, cet article est purement récit de fiction, alors que Stephen a obtenu ses faits d'une source fiable qui a pris un repas avec M. Jacobson. Il n'était pas là au repas, mais c'est vraiment quelqu'un qui a expliqué la situation. Okay. Le rédacteur en chef du New Republic, Michael Kelly, il a entériné l'article faisant 100% confiance à son journaliste. Plus encore, Michael Kelly écrit une lettre personnelle à M. Jacobson, qui est président de l'organisme, pour défendre Stephen et l'accuser de salir sa réputation professionnelle. Il ajoutera qu'il attend des excuses pour ses mensonges. Aïe, aïe. Ouais, il va faire le saut en maudit. Michael Kelly, là, il le défend, Stephen. Ouais, c'est ça. Ben, c'est normal. Oui, c'est normal. Tu sais, puis encore là, c'est parce que tu crois que ton journaliste fait sa job comme il faut. Oui, puis c'est sûr que quand ton journaliste, il descend quelqu'un dans son article, la personne va répliquer en disant « C'est pas vrai! » Ouais. Ben oui, c'est ta parole contre la sienne. C'est ça. Donc, ainsi a continué la carrière de Stephen, hein, avec le support incontesté de son rédacteur-chef, Michael Kelly. Et Michael Kelly, qui n'est pas quelqu'un de naïf, hein, il a même amélioré le système de vérification des faits au New Republic. Glass a déjà travaillé dans le département de vérification des faits et savait exactement comment ce département fonctionnait. Pendant son implication dans ce département, Glass était considéré comme le meilleur vérificateur en étant pointilleux, rigide et dénonçant toute irrégularité. Il a même fait tomber des journalistes. Ah ouais? Oui, parce qu'il trouvait qu'il y avait des erreurs qui étaient inadmissibles. Ça arrive souvent, hein, que c'est quelqu'un qui a travaillé dans un domaine d'audit, là, oui, qui va réussir à contourner le système par la suite parce qu'il sait comment que ça se passe. Là. Il n'y a rien comme un gars infidèle pour douter de ta fidélité. Ouais, tout à fait. Donc, c'est sûr que quand ta job, c'est de traquer le monde puis de prouver qu'ils sont infidèles, quand c'est à ton tour d'être infidèle, tu sais exactement quoi ne pas faire pour te faire pogner. Là. Exactement. Puis si tu penses que tout le monde sont menteurs, c'est parce que tu sais à quel point parfois c'est facile de mentir. Ouais, c'est ça. Plus tard, il va trouver le moyen de rester dans les bonnes grâces des vérificateurs parce qu'il va les aider dans leur travail en leur simplifiant la tâche. C'est lui, il fournissait toutes les notes de ses dossiers, toutes les post-it, les messages vocaux pour que les vérificateurs puissent bien faire leur travail. Puis qu'il n'y ait pas besoin de chercher plus loin. De chercher plus loin. Michael Kelly quitta la direction du New Republic, ça c'est le rédacteur en chef, puis lui, il protégeait beaucoup Stephen. Il fut remplacé par Charles Lane. Des fois, le monde l'appelle Chuck. Tout le monde l'appelait Chuck Lane. On va l'appeler Chuck Lane. Les articles de Stephen continuaient de soulever des doutes dans la communauté journalistique. Tu sais, je t'ai dit qu'il y a plusieurs personnes qui contestaient.
Mais la communauté journalistique commençait aussi des fois à émettre certains doutes. Donc, en octobre 97, Stephen a écrit un article très intéressant sur la façon dont les collèges et les universités fournissaient des données suspectes à certains médias concernant le classement des facultés d'enseignement. Son article faisait état d'une réunion incroyable des dirigeants des établissements où on parlait ouvertement des données trompeuses que l'on fournirait plus tard aux médias. OK. Non seulement il n'a jamais été prouvé que cette réunion a déjà eu lieu, mais en plus de ça, les exemples de données trompeuses dans l'article ont été plagiés dans un vieil article du Wall Street Journal. Wow. Fait qu'il était au courant. À ce stade-ci, Stephen mélangeait du vrai, du pas vrai et du plagiat. Ouais, c'est ça. Ce qui est encore plus difficile, je suppose, à démasquer. Là. Je crois que oui. Oui, pour l'instant, oui. Il y a aussi eu un article sur une entreprise nommée HDT qui se faisait payer 25 000 $ par tête pour amener des aventuriers en pleine nature et les surveiller discrètement. Comme des riches là, qui avaient besoin de sensations fortes. Là. Ouais. Ils payent 25 000 $ puis ils dompent dans la jungle, mais ils checkent. Ils checkent, ouais, c'est ça, pour qu'il arrive à rien. Pour qu'il arrive à rien. Fait que lui, il avait écrit un article là-dessus. La société n'a jamais été retracée, puis il y a un célèbre journaliste de Fortune qui a même contacté Stephen à ce sujet pour éclaircir la chose sans résultat. En fait, souvent, quand les journalistes, des collègues journalistes ou des personnes l'appelaient pour avoir « Ah, c'est quoi? Je n'allais pas trouver la compagnie. » Souvent, ils s'éclipsaient, là. Soit qu'il les ignorait ou soit qu'il les repoussait. Ouais, c'est ses sources. Hein? Il donne pas ses sources. Exactement. On ne donne jamais les sources. Stephen Glass, à ce moment-là, était tout juste âgé de 25 ans. Wow. Tout jeune. C'est le genre d'affaire, à la limite, que tu dis à un espèce de vieux journaliste là, qui a traîné dans les rues toute sa vie, là, puis qui a des contacts là, partout, puis que tout le monde y parle à lui. Tu sais, un genre de Claude Poirier, ou je sais pas trop quoi, là, tu sais, qui est bon vivant, là, que tout le monde jase, puis tout le monde va se confier à lui. Tu dis, hey, tu sais, lui, je pourrais croire, là, le gars qui sort de l'université à 25 ans. Ouais, c'est ça. À un moment donné, c'est comme, hey, là. Pousse, mais pousse. Ouais, c'est ça. On dirait un influenceur là, qui est comme. Suis-moi, je vais donner des trucs. Tu sais, j'ai 22 ans, puis j'ai un gros char. Là, Oui, puis tu veux des trucs pour t'acheter une entreprise de plusieurs millions de $? Viens, je vais te montrer comment faire. T'es qui, genre, t'as rien fait de ta vie. T'es tout jeune. Mais c'est ça, c'est correct. Donc, à ce moment-là, il a tout juste 25 ans. Il continue de produire de multiples articles. En fait, il écrit pour New Republic, mais aussi pour Harper's, pour Rolling Stone, puis The New York Times aussi. New York Times. Son salaire allait atteindre 150 000 en 98. Quand même. Oui, fait que ça allait bien ses affaires. C'est genre 14 millions en dollars d'aujourd'hui. Exactement. Et là, the shit hits the fan. Je cherchais l'expression. C'est une bonne expression. C'est une bonne expression. Ouais. En 98, Stephen a publié un article intitulé Hack Heaven. Okay? En gros, l'article faisait état du pirate informatique Jan Restil, 15 ans, qui avait piraté une grande société technologique nommée Juke Micronics. Donc, Jan Restil, 15 ans, pirate informatique. OK. Après avoir infiltré son système informatique de Juke Micronic, le jeune homme avait affiché le salaire de tous les employés sur le site web de l'entreprise, agrémenté de photos de lui, nu, avec la mention « The Big Back Bionic Boy has been here, baby ». Wow! Yeah! L'article fait aussi état que Juke Micronic avait finalement fini par l'embaucher, l'adolescent, puis que de telles initiatives contrecarraient tous les plans des autorités visant à poursuivre les pirates informatiques. Parce que la société voulait vraiment l'embaucher parce que il est bon dans ce qu'il fait. Ouais, c'est ça. Donc, il pouvait... Il mélange plein de concepts là, dans son article. Là. Voilà. Mais que les autorités étaient vraiment contre cette embauche parce que ça contrecarrait leur plan à poursuivre en justice et à menacer les pirates informatiques. Mais pour poursuivre en justice, il faut que tu portes plainte contre quelqu'un. Voilà.
si un hacker hack ta compagnie et que tu trouves cette personne-là géniale et tu l'embauches, il n'y a pas de mal nulle part, là, je veux dire. Non, il n'y a pas de mal, mais les autorités trouvaient que ça donnait un mauvais exemple. Ils disaient comme, ben là, c'est pas bon parce que les Tout le monde va se mettre à faire ça. Oui, puis après ça, ils vont avoir une job où est-ce qu'ils ont réussi à pirater, finalement. Ouais, je sais, mais si la compagnie porte pas plainte, Exactement. tu peux pas accuser quelqu'un comme ça. Ah non, tout à fait. Puis c'est pour ça que les autorités trouvaient la situation dommage, mais... En même temps, ils ont plein d'autres mondes. Ils ont d'autres jobs, là, les autorités, là, même si ça fait juste un cas de moins à traiter. Exactement. Puis en fait, son article parlait aussi d'une campagne publicitaire radiophonique nationale contre le piratage qui avait été diffusée. Ah ouais, you wouldn't download a car, c'est ça? Non? Ah, je sais pas. Je sais pas. Mais plus encore, les pirates informatiques avaient leur propre conférence de hackers dans un hôtel du Maryland. Okay. Alors, l'article dépeignait tout ça. Là. Le pirate informatique de 15 ans qui pirate Duke Micronic. Micronic qui finit par l'engager parce qu'il le trouve trop génial. Les autorités qui sont comme « Ah, on va faire une campagne pour avertir les pirates informatiques que c'est mal. » Puis des pirates puis des hackers qui, par-dessus tout au monde, essayent de rester anonymes, vont dans une convention dans un hôtel. Oui, faire une convention de hackers. Je pense qu'ils se trompent avec le hackathon, là, qui est comme pas rapport, même s'il y a le mot hack dedans. Ah, c'est quoi le hackathon? C'est juste, dans le fond, du monde qui font du code informatique ou des choses comme ça qui se rejoignent et se lancent des défis. Puis, c'est une convention de programmeurs. Là. Ah, ok. Ils appellent ça hackathon autres, parce que, comme on dit tout le temps, life hack ou hack telle affaire, mais pas hack dans le sens de hackers. Hacker, ouais, c'est ça, de détruire un système ou de voler des données. Là. C'est genre hacker dans le sens de, trouve une façon de résoudre ce problème-là le plus facilement possible. Ah non, c'était vraiment une conférence où est-ce que des hackers étaient assis et donnaient des conférences à d'autres hackers qui étaient vraiment contents d'avoir des trucs de hackers pour hacker. Ouais, c'est ça. C'était ça, là. 80% de la job d'un hacker, c'est de pogner genre un logiciel sur le dark web puis de l'utiliser. Là. Pas mal ça, je te dirais. Chuck Lane, qui est le rédacteur en chef du New Republic à ce moment-là, commençait à avoir des soupçons lorsque Forbes Digital Tools se mêla au dossier. Okay? En 98, les médias en ligne, c'était considéré comme des nouveaux médias. Puis, il y avait la réputation d'être négligent au niveau des sources, au niveau de la rigueur. Ben ouais. Au début, puis d'après moi, c'est encore comme ça. Là, c'est parce que... Ben là, il n'y a quasiment plus de journal imprimé. Fait que là, tout le monde est sur le web. Là. Oui, c'est ça, mais c'est un peu comme la télé ou la radio. Je veux dire, pour avoir une licence de radiodiffusion ou de télédiffusion, tu peux pas faire n'importe quoi. Tu as une rigueur à suivre, tu as des règlements à suivre. Quand tu fais un podcast ou un vlog ou n'importe quoi sur Internet, tu fais ce que tu veux, là. Il n'y a pas personne qui te check en arrière. T'sais. Non, effectivement. Et dans ce temps-là, en 98, avoir un média en ligne, ça pouvait être franchement n'importe quoi. Ouais, c'est facile de truquer ton auditoire aussi, là, quand tu mets un beau logo qui ressemble à genre le New Yorker ou je sais pas trop quoi. Puis, tu sais, le monde font comme « Ah, tu sais, ça a l'air legit. » là. Exactement. Oui, puis c'est encore le cas aujourd'hui. Là. Les gens croient tout sur Internet. Là. Très d'actualité encore. Voilà. Et pour contrer ça, Forbes avait mis sur pied un mécanisme de vérification de faits afin de rendre le journalisme en ligne plus fiable. Okay? Et là, on est à 98, c'est très précurseur. Le 8 mai 98, Forbes Digital Tools fournit un rapport complet à Chuck Lane concernant le fameux article de Hackhaven, qui est la conférence de pirates. Okay. Et plusieurs faits sont impossibles à vérifier et semblent fabriqués de toutes pièces. Oh ben. Ah ben. Chuck Lane a affirmé plus tard qu'il avait déjà des légers soupçons. Hein? Chuck Lane, c'est pas Michael Kelly qui supportait Stephen envers et contre tous. Donc, il avait déjà des soupçons. Il a immédiatement confronté son journaliste concernant la vérification des articles. De cet article. Stephen a fourni immédiatement une tonne de documents justificatifs hyper détaillés, okay? Des notes d'entrevue, des contacts, des notes manuscrites, des diagrammes d'où étaient
où il était assis dans la conférence de hackers, où est-ce que les hackers expliquaient aux autres hackers. C'est beaucoup trop. Tu sais, on dit tout le temps, là, quand tu comptes un mensonge, reste comme le plus concis possible. Ah non, lui, il Quand avait tu tout. inventes trop de détails, là, c'est sauce. Là. Oui, c'est vrai hein, qu'on dit ça. Ouais. Mais un journaliste qui fait un article aussi détaillé, c'est sûr qu'il y a des post-it. C'est sûr qu'il y a des retours d'appel, des emails, des messages vocaux. Si t'en fais un vrai. Ouais. Donc, il faut que tu fournisses ça. Si t'as une Mais- vérification de fait. C'est quoi, tu sais, pourquoi est-ce qu'il faut qu'il note tous les endroits où c'est assis, tu sais, à un moment donné. Non, mais pense-y, là. S'il a immédiatement fourni ça, c'est qu'il inventait. Ouais. Au fur et à mesure, il transcrivait des fausses notes manuscrites, des faux messages vocaux, des faux numéros de téléphone, toutes, là. Toutes! Des notes sur qui a appelé, c'est quoi son nom, qu'est-ce qu'il a dit. Tu sais, il prenait des notes de choses qui n'arrivaient pas, Nicolas. Ouais, non, c'est ça. C'est fascinant, là. Puis après ça, il faisait un article à partir de ces fausses notes. C'est next level, là. C'est fou, je capote. Mais c'est comme si t'attends que le monde il te demande tes preuves. Tu dis, OK, qu'est-ce que t'as besoin? Puis comme, ben, je veux genre l'enregistrement de l'appel que t'as fait avec lui. OK. Puis là, Parfait. il note tout ça. Puis là, il travaille à les créer. Puis après ça, comme, voici, tu sais. Ben là, c'est ça que je pensais. Mais sur le coup, il y avait tout ça. Il n'y avait pas les messages vocaux, mais il y avait un paquet de notes, un paquet de références à vérifier. Puis Stephen, à ce moment-là, il est super calme. Puis même qu'il semble blessé, hein, que son rédacteur en chef doute de lui, il lui dit « Tu sais, Chuck, je me sens vraiment attaqué. Tu es mon éditeur et tu devrais me soutenir. » J'ai déjà dit que Stephen avait été vérificateur puis qu'il continuait à être proche du département de vérification. En fait, il était si bon à inventer des histoires et des articles qu'il insérait même des erreurs intentionnelles afin que celles-ci soient trouvées par les vérificateurs puis qu'ils aient l'impression de bien faire leur job. Ouais, OK. Ouais, quand je te dis, on est next level. Lorsque Stephen a tout nié en bloc à son rédacteur en chef, celui-ci hésite. Hein? Stephen Glass, 25 ans, c'est un enfant prodige du journalisme. Il écrit pour plusieurs journaux de renom. Il est sur le point de conclure un contrat pour l'écriture d'un livre. Il y a même des scénaristes qui courent après parce que ses histoires sont trop folles. Ouais. Il est à 2 doigts d'avoir un Pulitzer. À 2 doigts d'avoir un Pulitzer. Sur le coup, Chuck Lane confirme la confiance qu'il a en son journaliste et dit oui, mais au fond de lui, le doute persiste. Quand les deux rédacteurs en chef du Forbes Digital Tools lâchaient pas le morceau, hein, on s'entend, ils ont voulu interroger Stephen Glass dans une entrevue téléphonique qui était Stephen Glass, les deux rédacteurs en chef de Forbes et Chuck Lane pour une entrevue téléphonique sur speakerphone. On est en 98. Ouais, c'est ça. Ils ont fait une conférence à 3. On est sur speaker, là. Stéphane, il t'entend. OK. Fais étoile 98. On est là. En fait, leur première idée, en fait, de ces deux rédacteurs de Forbes était de produire un article sur, en fait, toutes les erreurs qu'il y avait dans l'article. Ils ne croyaient pas que c'était une complète fraude, mais ils se sont dit, Colin, il y a des erreurs dans cet article-là. Ouais. On va produire un article sur le fait qu'il y a beaucoup d'erreurs dans l'article. Genre, tu ne mélanges pas des sandwichs au jambon avec des sandwichs aux œufs, c'est ça? Ben, comme à la conférence de Hacker, ça dit qu'il y avait des sandwichs au jambon, mais c'est des sandwichs aux œufs. Ouais, selon mes sources. Selon mes sources. En interrogeant Stephen, il devient de plus en plus clair que l'article comprenait de grandes lacunes. Plus que les sandwichs. Les deux hommes avaient tenté de contacter toutes les personnes citées dans l'article, par téléphone, par email, mais rien ne semblait être attribué. Ah non, c'est des hackers. Tu peux pas les retrouver. Non, attends. Ils voulaient, entre autres, rejoindre le président de Juke Micronics, qui s'était fait hacker, qui est une grande entreprise de logiciels. Ouais, c'est une vraie entreprise? J'y viens, Nicolas. Premièrement, aucun numéro de téléphone, aucune adresse email ne semblait attribuée. Mais ils ont voulu interroger le président ou n'importe qui chez Juke Micronics. La compagnie, bizarrement, avait aucun site web. Mais bon, on est en 98, peut-être que. Ouais. Forbes essayait de rejoindre l'un des cadres de Juke Micronics qui, dans l'article, était nommé George Sims. Mais Forbes, les deux rédacteurs de Forbes, tombaient toujours sur une boîte vocale. OK? Ensuite, ils ont contacté le Software Publisher Association of America et rien. Ensuite, le Franchise Tax Board, c'est n'importe qui
dois payer des impôts. Oui, c'est vrai. Voilà. Ta compagnie, il faut qu'elle soit enregistrée quelque part. Voilà. Surprise! Jukes Micronic, une grande entreprise de logiciels, n'avait jamais payé d'impôts. Ne. C'est weird, hein? Ils sont vraiment en avant de la parade. Oui, ils sont vraiment hot. Et aucun numéro avec l'un des 15 indicatifs régionaux de la Californie n'était relié à une compagnie de ce nom. OK. Ils ont fait des grosses recherches. Là. Je te rappelle que c'est avant Google, cette histoire-là. C'est vrai, hein? C'est long en On est tabarouette. tout le temps comme tu as juste à rentrer le nom dans la compagnie, dans Google, tu vas le savoir tout de suite. S'il n'est pas dans la première page, elle n'existe pas. Là. Non. Il paraît que Mais, faire les vérifs, c'était très long. Effectivement. Stephen Glass parlait aussi d'une campagne publicitaire au Nevada pour contrer le piratage. J'étais dans l'article, tu t'en rappelles. Bon, ben, personne responsable de l'application de la loi au Nevada n'avait entendu parler d'une quelconque campagne publicitaire sur le piratage. Aucune station de radio n'avait diffusé une telle campagne, aucun journal local non plus. Les journalistes ont tenté aussi de retrouver le Center for... excuse-moi. Les journalistes ont aussi tenté de trouver le Center for Interstate Online Investigation, qui était, dans l'article de Stephen, un projet conjoint de 18 États américains et de la police pour contrer le piratage. Puis ça sonnait très, très officiel, hein? Mais tu t'en doutes bien, ni le FBI, ni le responsable du ministère de la Justice, personne n'avait jamais entendu parler d'eux autres. Tu sais, quand t'es rendu à écrire sur des affaires tellement gros, je veux dire, c'est facile à vérifier. Là. Oui. C'est pas ta parole contre un autre, là, d'un gars là, qui fait du zèle là, parce qu'il fait de l'inspection alimentaire. Là. Non. T'es en train de parler d'un task force de police de 18 États. De 18 États à travers les États-Unis contre le piratage informatique. Hey, Ah oui, le Computer Security Center, ça existe pas. Non, c'est ça. C'est intense, là. Tu sais, comme tu dis, Google n'existe pas, mais. À un moment donné. Je veux dire, t'appelles le gouvernement, tu fais comme, hey, tu sais. Ben, c'est exactement ça qu'ils ont fait. Puis tout le monde était comme, écoute, il y a même un gars qui a dit, s'il y avait une campagne de piratage dans 18 États américains, je le saurais. Ouais, c'est ça. Quelqu'un qui paye pour ça. Oui, là. il dit, moi, j'ai jamais entendu parler de ça. Ensuite, je te parle de l'Assemblée nationale de hackers. Hein? Ben, écoute, ils ont même contacté des hackers. Personne connaissait cette assemblée. Mais là, on se dit, c'est une assemblée de hackers. Ouais, c'est ça. Peut-être que tout le monde dit non. Mais C'est le premier règlement de l'assemblée de hackers. Hein? Tu parles pas de l'assemblée de hackers. Exactement. C'est ça. Tout à fait, Nicolas. C'est le règlement numéro 1. OK. Stéphane, pris un peu au pied du mur, a fourni le site Internet de Juke Micronics aux deux journalistes. Un site Internet que Stéphane lui-même avait créé à partir de son ordinateur au New Republic. Là, je te rappelle qu'on est en 98, puis Stéphane, il faut qu'il fabrique des sites Internet pour backer ses menteries. Il y a des grosses journées. Il n'y a pas Wix, là, ou Non. je sais pas quoi, là. Non, le gars, là, Squarespace. il faisait du musical. Ouais, là, c'est il est ça. rendu qu'il faut qu'il fabrique des sites Internet. Et puis là, on s'est entendu qu'un site Internet de Juke Micronics, là, ça doit être beau, hein? Je sais pas, il était comment? Il n'y a aucun site web qui n'était beau en 1998. Mais t'imagines un Même site web... Microsoft, c'était pas beau, là. Je comprends, mais... Ou la toile du Québec. La toile du Québec. Mais je te rappelle que là, on a un journaliste qui fabrique en 10 minutes un site Internet de l'une des plus grosses compagnies de logiciels en Californie, en tout cas. Là, faut que tu mettes ton numéro de téléphone. Là, t'achètes une nouvelle ligne. Là, les lignes, en plus, ça coûtait un bordel dans ce temps-là. Oui, là, exactement. tu te fais passer pour quelqu'un d'autre quand tu réponds au téléphone. Ben non, mais c'est ça, là, ça finit plus, là. Plus de job à faire ça, finalement, que d'autres choses. T'es aussi bien de dire la vérité, rendu là. Je pense que oui. Plus incroyable encore, attache ta tuque. Stephen a ensuite mandaté son jeune frère Michael, l'enfant prodige des musicals, d'appeler Forbes et Chuck Lane, le rédacteur en chef du New Republic, et de se faire passer pour le jeune cadre de Juke Micronics. Mais oui. George Sim, pour lui sauver les fesses. Michael a l'air super jeune, hein? Il est encore plus jeune que Stephen, on s'entend, au téléphone, mais Stephen il s'est dit, tous les cadres de start-up sont super jeunes, anyway, fait que ça va passer. Michael, il a juste laissé un message vocal à Forbes, puis il a brièvement parlé au patron de Stephen en disant « J'ai pas de commentaire ». Je vais l'appeler Bro.
Ouais, c'est ça. Dude. T'es en Ouais, dans ce Californie. temps-là, ouais, c'est ça. Kawabunga. Eh oui, exactement. En Californie, dude. No comments, dude. Mais les 2 journalistes de Forbes ne lâchaient pas Stephen. Ils ont même... Ah oui, au début, ils ont dit que le site web de Jukes MyChronic avait l'air d'un faux site. Mais toujours en suggérant que peut-être Stephen avait été trompé dans toute cette affaire, alors qu'il le soupçonnait clairement Ouais, d'être c'est un ça. imposteur. Mais au début, ils ont comme ouvert une porte. Ils ont dit... Écoutez, je me sens vraiment mal de faire ça, tu sais, mais ça se peut-tu que vous avez été trompé? Puis là, Stephen a dit, je suis vraiment désolée, je pense de plus en plus que j'ai été trompé. Et là, il y a eu un gros silence, et là, les 2 journalistes de Forbes se disaient, on va l'avoir. Ouais, c'est T'sais, ça. On l'a va... squeezé dans un coin. Il va avouer. Chuck Lane, lui, son rédacteur en chef, bien que présent durant cet appel, où Stephen tentait de se défendre, et il restait assez silencieux. Hein? Il se doutait fortement que Stephen avait pas été piégé. Il savait très bien qu'il mentait effrontément. Il a donc demandé à Stephen de l'amener au fameux hôtel Hyatt de Bethesda, où avait lieu la conférence de hackers, menée par des hackers pour les hackers, où le premier amendement est... On ne parle pas de la conférence. Ouais, c'est ça, c'est le premier règlement. Stephen a accepté de s'y rendre et il a conduit jusqu'à là. Et très lentement. C'est Dead Man Walking. Vraiment. Ça va vers sa mort, puis comme, il essaie de passer à de quoi là, en chemin. Là. Écoute, il paraît que on c'était... arrête-tu pour un burger? Non, on continue. Ah, ok, c'est bon. As-tu faim? As-tu soif? Ça pue-tu? J'ai envie de pipi, je vais arrêter là. Il paraît que c'était le chemin le plus long que la Terre ait porté. Donc là, je te rappelle, les détails de l'article sont très, très précis. Le mobilier, les tables disposées, la fumée de cigarettes. C'était très, très théâtral. Dans le hall, Stephen a décrit toute la conférence à son rédacteur, malgré que son rédacteur était pas mal sûr que c'était la première fois qu'il mettait les pieds dans cet hôtel-là. Où il était assis, qui était présent, toutes les personnes qu'il avait croisées. Chuck Lane l'écoutait, fasciné, se demandant comment il pouvait avoir autant d'imagination. Ensuite, Chuck Lane a rencontré un ingénieur en bâtiment et un agent de sécurité. Tous les 2 n'avaient jamais entendu parler d'une telle conférence et le bâtiment était fermé ce fameux jour de conférence. Ah! Tabarouette. Je ne sais pas c'était quelle date, mais on dit « Ah oui, telle date! » Mais non. Mais c'était fermé pour une conférence pour le hacker? Ben là, c'est là que Stephen ne décrochait pas pantoute, puis ils ont dit « Ben là, je ne sais pas pourquoi ils ont dit que c'était fermé, là, parce que moi, ils m'ont admis ici. » Chuck Lane et Stephen vont finalement quitter le hall d'hôtel et Chuck va continuer de pousser Stephen en lui disant « Si tu as quelque chose à me dire, c'est le bon moment. » Stephen va finalement avouer qu'il n'était pas à la conférence, mais qu'il a parlé à plein de monde qui était à la conférence, puis qu'il a juste reconstitué la conférence. C'est pauvre mensonge. Il est bon quand il a le temps de penser à ses affaires. Hein. Ah oui, ben là, il essayait de sortir de là. Stephen a aussi ajouté, et ça, c'est très intelligent, si tu veux que je te dise que j'ai menti parce que ça t'arrangerait, je vais dire que j'ai menti. Oh. Ouais. Donc, mais Chuck voulait pas que Stephen avoue qu'il a menti juste pour sortir d'affaires. Il voulait qu'il avoue qu'il a menti pour de vrai. Plus tard, sur le chemin du retour, Stephen a finalement fondu en larmes en disant que ses parents lui mettaient de la pression, qu'il y avait de la pression au journal, puis il voulait pas perdre son emploi, mais il n'a jamais rien avoué d'autre pour l'instant. De retour au bureau, Chuck était décidé à faire tomber Stephen. Hein. Il a examiné l'article avant celui de Hack Even. Ouais, c'est ça. T'as juste à aller voir tous les autres articles qu'il a écrits. Ouais, exactement. C'était un article sur des bibelots reliés à Monica Lewinsky. Non. Oui. Après quelques appels, il a été convaincu que cet article-là aussi était bourré de mensonges. En fait, tous les personnages de son article n'avaient jamais existé, qu'il y avait comme une espèce de bazar de bibelots de Monica Lewinsky. C'était toute de la foutaise. Il a fait « Wow, ça fait combien de temps que ça dure? » Pendant ce temps, là, Stephen, lui, il sent la soupe chaude. Donc, il a appelé tous ses amis. Puis, il s'est mis à descendre Chuck.
Chuck, lui, il avait déjà un leadership fragilisé parce que les gens aimaient beaucoup Michael Kelly, qui était le rédacteur Ouais, avant ok. Chuck. Donc, tout le monde a pris la partie de Stephen. Tout le monde a fait « Non, il n'y a pas d'affaire à dire ça. Je peux pas croire qu'il doute de toi. Ça n'a pas de bon sens. » Donc, tout le monde était du bord à Stephen. Toute sa gang là, du département de vérification. Exactement. Chuck se disait que George Sim, le cadre de Micronix, l'avait tout de même appelé de la Californie. Ouais, mais c'est le seul. Ouais, mais là, il se dit... Tu peux pas tout à revenir sur la seule affaire que tu as réussi à faire. La manée, t'es comme, OK, ben, c'est clairement, c'est arrangé, c'est un de tes amis qui m'a appelé. Ben là, c'est ça, mais il y avait ça qui le fatiguait. Puis là, il a discuté avec un autre rédacteur en chef, OK? Puis dans une conversation complètement anodine, il s'est souvenu que Stephen avait un frère habitant en Californie. Ah ouais. Parce qu'il fallait que l'appel vienne de la Californie. Ah oui, j'avoue. Oui, fait que là, effectivement. Mais t'as juste à rappeler au numéro. Ben, c'est ça. Tu fais étoile 67. Étoile 67, exactement. Fait que là, c'est là qu'il a vraiment compris le mensonge. Le lendemain, alors que Chuck allait récupérer des trucs au bureau, juste comme ça, c'était un samedi. Le lendemain, il est tombé nez à nez avec Stephen, qui était à son bureau, puis qu'il essayait d'effacer des fichiers et de détruire des trucs. Chuck va le confronter sur l'appel de George Sim, entre gros guillemets, en lui disant « Je le sais que c'est ton frère ». Stephen a nié en bloc, il a quitté le bureau, il est revenu sur ses pas pour finalement avouer que c'était bel et bien son frère, mais que George Sim existait, mais c'est juste qu'il avait demandé à son frère de le couvrir pendant le temps qu'il rejoigne le vrai George Sim. Fait que c'était juste une question d'heure, puis là, il se sentait squeezé, fait qu'il a demandé à son frère de faire ça, mais que le vrai George Sim puis Jukes Micronix, ça existait pour de vrai. Puis finalement, une histoire super abracadabrante où il disait qu'il y avait plein de pression puis qu'il faisait bien pitié. Écoute, à ce moment-là, Chuck Lane lui a dit « T'as perdu ton emploi » et Stephen a quitté définitivement les bureaux du New Republic. Je sais pas, hein, Mané, c'est assez. Ça suffit. Un mois plus tard, le New Republic publia une espèce de note avec le nom de tous les articles de Stephen Glass qui étaient soupçonnés d'être fabriqués de fond en comble, soit 27 des 41 articles des dernières années. Oui. Il y a Anna Rosen, OK, pour conclure, une amie proche et collègue de Stephen, qui a écrit un fabuleux article en 2014 qui est pour les 100 ans du New Republic. Hein, parce qu'après ça, l'histoire est... Le New Republic, ils ont essayé d'oublier cette histoire-là. Là. Non. Mais pour les 100 ans du New Republic, Anna Rosen a revisité cette époque où elle a raconté comment elle et ses collègues avaient vécu cette trahison parce qu'elle avait perdu elle avait perdu un ami aussi. Ouais, c'est ça. Oui, tout à fait. Elle raconte qu'elle a d'abord pris le parti de Stephen contre Chuck Lane. Comme je te dis, tout le monde prenait le parti de Stephen au début. Convaincu qu'il était impossible que Chuck pense seulement que Stephen pouvait faire une chose pareille. Mais après l'annonce officielle, c'est elle et ses collègues qui ont passé des semaines à répertorier tous les articles de Stephen afin de découvrir lesquels avaient été fabriqués. Et comme je te dis, avant l'avènement de Google. Ouais, c'est ça, c'est bien des téléphones, puis oui. Des manches retroussées, puis des pitons pesés. Là. Oui, et puis je te dis pas, c'est pas avant l'avènement de Google, parce que Google existait dans ce temps-là, c'est avant la démocratisation de Google. Ouais, c'est ça. Ils l'utilisaient pas, eux autres. C'est avant qu'ils aient trouvé le bon algorithme là, à Google, là, parce que ça existait, oui, ça fait longtemps, là, mais oui. ça a rapidement été le meilleur engin de recherche, là, mais ça n'a pas parti du jour au lendemain non plus. Là. Ah mon Dieu, je sais pas pourquoi tu dis ça, moi je capote sur Bing. Sur Alta Vista. Grande fan de Bing ici. Donc, Anna, dans cet article, précise qu'à cette époque, elle passait plus de temps avec Stephen qu'avec son propre mari, puis qu'elle n'a jamais rien suspecté. Cet événement a vraiment marqué sa vie au point où elle s'est demandé si d'autres personnes de son entourage ne cachaient pas d'autres énormes secrets. Ça l'a rendue énormément suspicieuse. Ouais, il faut pas, là, mais je comprends le... Quand tu te fais tromper comme ça, là, ouais. maintenant, tu te dis hey, c'était facile, puis je m'en suis jamais rendu compte, puis qui d'autre me dit de niaiseries? Exactement.
Stephen Glass a écrit un livre sur son histoire. En 2003, l'histoire fut portée au cinéma dans le film Shattered Glass, où Stephen fut personnifié par Hayden Christensen. Ça me dit de quoi tout ça, là? OK, je l'ai écrit juste pour toi. Ouais, Féru de merci. cinéma. Écoute. Je peux pas juste faire « Ah, il y avait un film. » Je me suis dit non. Va mettre des détails. Nicolas, il va savoir de quoi je parle. Le nom dit de quoi, là? Hayden Christensen. Je suis sûr que je verrais sa phrase, je fais comme ah ouais, c'est vrai. Ben, 2003, c'est long quand même. C'est loin. Ouais. Mais t'écoutais des films en 2003? Oui. Ouais. Stephen a aussi écrit une centaine de lettres à ses collègues et amis pour s'excuser. Et en 2010, Anna a reçu un appel d'un avocat de la Californie. Apparemment, Stephen souhaitait devenir avocat. On se rappelle que ses parents voulaient qu'il devienne médecin ou avocat. Je ne vous l'ai pas dit, médecin ou avocat. Et le barreau américain recherchait des personnes prêtes à témoigner pour savoir s'ils méritaient, oui ou non, d'accéder à cette profession. Stephen vivait avec sa conjointe en Californie, travaillait comme directeur de projets spéciaux pour le cabinet Carpenter Zuckerman Rowley, spécialisé dans les cas de dommages et intérêts pour blessures. Okay? C'est ironique parce que ses parents l'avaient vraiment poussé, comme je te dis, à être soit médecin, soit avocat. Zuckerman, qui l'a engagé, a d'abord été super impressionné par son CV, puis a fait « Wow, ce gars-là est bien trop qualifié pour devenir avocat. » Et ensuite, il a lu sa lettre de présentation, où Stephen racontait toute l'histoire de sa grosse fraude au New Republic. Ensuite, il a supprimé son CV de sa boîte courriel. Cependant, il repensait souvent à cette lettre parce que Zuckerman a souffert de problèmes de toxicomanie, puis ils ont longtemps caché tout ça à sa famille. Fait que même s'il se considérait pas comme un menteur au même niveau que Stephen, il pouvait comprendre que des fois, t'es pris dans une spirale puis tu sais plus quoi faire avec tes menteries. Ouais, la spirale, généralement, est comme partie d'une menterie. Là. Ben oui, mais lui, il était un ancien toxicomane puis il s'est dit « Ah, il y Ouais, a ouais. peut-être de la place pour de la rédemption ici. » Il a comme appelé Stephen puis il a offert une entrevue. C'était la seule entrevue que Stephen a eue sur 100 applications dans tous les bureaux d'avocats de la Californie. Donc, Stephen fut embauché comme assistant juridique et il confessa à tous ses clients, sans exception, toute l'histoire. Son mentor, Zuckerman, qui l'a engagé, ne voulait pas que ses clients découvrent son histoire par eux-mêmes, puis en fait, il fallait qu'il justifie le fait aussi que Stephen n'allait jamais en cours. Ouais. Il n'allait jamais plaider. Il était que paralégal, mais Ouais, il n'allait jamais en cours. Parce que là, ça serait triplement grave là, si tu te mets à inventer des histoires pour défendre ton client en cours. Là. Ouais. T'imagines? Non, ben oui, tout à fait. En fait, il voulait pas que les clients découvrent par eux-mêmes l'histoire de Stephen une fois qu'il lui avait fait confiance. Ouais. Ça aurait brisé le lien de Aussi, confiance. ouais, non, c'est ça, je comprends. Mais en fait, on se rappelle que tous ces clients-là ont subi des blessures et préjudices, hein, puis tentaient d'avoir compensation pour. Fait que c'est des clients qui ont déjà leur confiance fragilisée. Ouais, aussi. D'avoir été comme bernés par leur employeur ou, tu sais, par... aux États-Unis, tout le monde poursuit tout le monde. Tout le monde était berné par un employeur. Exactement. Zuckerman voulait être certain que l'honnêteté dominait ses relations clients. L'histoire de Stephen ouvrait invariablement la porte à des grandes confidences parce que les clients, sachant qu'ils ne seraient pas jugés par quelqu'un qui avait commis autant de fautes dans sa vie, on parle des clients, il y avait des histoires comme des clients qui avaient eu un accident de moto pendant qu'ils étaient avec leur maîtresse. Ah. L'information sortait beaucoup mieux quand Stephen racontait toute son histoire. Des clients qui cachaient des problèmes de toxicomanie, des clients qui avaient des choses à se reprocher. Ouais. Qui, une fois que Stephen leur avait tout expliqué leur histoire, ben, ils se confiaient plus facilement. Et donc, Anna a rencontré Stephen pour son article des 100 ans du New Republic. Et Stephen, juste dire qu'il a reconnu tous ses torts. À toutes les fois qu'Anna lui dit « Pourquoi tu m'as mêlé à ces histoires-là? Comment ça tu m'as appelé pour avoir mon support? Pourquoi tu as fait ça? » Il s'excusait. Il disait qu'il n'y avait pas d'excuse pour ce comportement. Il s'excuse pas, il est désolé. Il est désolé, oui. Il prétextait qu'il voulait seulement que les gens l'admirent. Je vous encourage à lire cet article. Toutes mes sources vont être sur le site Internet. Tu as mis toutes nos sources sur le site Internet. Oui. Parfait.
Donc, l'article se nomme « Hello, my name is Stephen Glass and I'm sorry ». C'est un super bon article. L'article du Vanity Fair aussi, où est-ce que l'histoire a été vraiment bien expliquée, va être sur le site Internet. Et juste dire que malgré les 22 témoignages favorables de sa conjointe, ses professeurs, ses collègues, ses amis et même ses psychiatres, Stephen n'a jamais été admis au barreau américain, malgré plusieurs tentatives. Eh bien. Alors, il n'est toujours pas avocat. Si vous avez des informations qui disent le contraire, dites-moi-le. On a mené son temps, va passer, là. Ouais, là, quand t'as 25 ans, à 98, là, aujourd'hui, t'as quel âge? Ouais, 55, 60 ans? Ouais, c'est ça. Tu es proche de la retraite, là. T'empêches pas de passer ton barreau, mais à un moment donné, t'as peut-être juste le goût de finir ta vie, puis... Oui. Ben, il doit avoir fait des sous, là, avec son livre, puis peut-être même Hollywood, là, l'histoire en 2003, le film en 2003. Il aurait pu être précurseur de plein de choses, là. Il y en a des faux... des sites de fausses nouvelles là, qui sont assez populaires. Là. Je pense que c'est The Onion là, qui est comme ça. Où c'est clairement inscrit, là, mais généralement, ils font des faux reportages puis des affaires de même pour passer des messages. Là, mais... Oh, il y en a des Québécois aussi. Là. Ouais. On les voit sur les médias sociaux. Puis là, j'ai googlé ton Hayden Christensen. Je savais que je allais m'en vouloir parce que je voulais pas dire n'importe quoi parce que j'essaie de faire le moins de coupeurs possible dans notre montage. Là, mais c'est celui qui faisait Anakin dans les prequels de Star Wars, fait que, ouais. Oh my God! Ouais. Puis il a joué le rôle de Stephen Glass? Ben, tu sais, c'est le genre d'acteur qu'il a fait un rôle puis il a comme été pogné un peu là-dedans. Je pense pas qu'il a fait tant de choses de plus dans sa vie, là. Ben, il a fait Shattered Glass. Ouais. Puis il a fait Anakin. C'est ça. Puis c'est tout. Ouais. Puis la voix d'Anakin dans 36 millions d'épisodes Oh! de télévision, là, mais... OK. Ouais. Puis c'est ça qu'il disait, Chuck Lane, le rédacteur qui l'a finalement démasqué, il paraît que dans le film, c'est comme un héros, là. Ah ouais? Ouais. Fait que lui, il était un peu crampé. Lui aussi, ils l'ont appelé pour qu'il ait témoigné, pour que Stephen soit admis au barreau. Les gens étaient pas sûrs. Ni Anna, je pense qu'Anna n'est pas allée, là. Mais ni son ancien rédacteur en chef qui, lui, se disait, je ne sais pas, dans le fond, si c'est devenu une bonne personne. Ben, effectivement. C'est pas une mauvaise personne, je veux dire. Oui, c'est pas une bonne personne. C'est pas une bonne personne parce qu'il a menti, puis c'est des gros mensonges. Mais il a fait beaucoup d'erreurs. Oui, mais en même temps, il a pas non plus dit peut-être des faussetés sur du monde, pour de vrai. Oui, vraiment. Oui. C'est-à-dire que, tu sais, il faisait du tort à des gens. Ouais. Son article sur les chauffeurs de taxi présentait certaines personnes comme une communauté comme étant extrêmement raciste. Ouais, il y avait la communauté, il y avait les conservateurs qui ont été jeunes conservateurs comme prédateurs sexuels. Même s'il n'a pas pointé quelqu'un en particulier. Non, exactement, mais il faisait du tort à des... Ben, Michael Jacobson, qui est le président de l'espèce d'organisme alimentaire, qui a été dépeint effectivement. Là. Qui a été dépeint comme une espèce de crackpot mental. Oui, c'est ça. Ouais, quand même. Il faisait quand même du tort à des gens, là, donc... Tu veux pas aller témoigner en faveur de cette personne-là. Là. Après ça, tu as comme la responsabilité, même si c'est pas direct, là, mais après ça, si 10 ans plus tard, tu le revois passer aux nouvelles, parce que là, il disait des mensonges en cours, puis là, t'es allé parler en sa faveur pour qu'il passe son barreau, t'es comme « Oh, man! » Ouais, ben en fait, c'était drôle parce que l'article disait que c'était extrêmement rare que quelqu'un ne puisse pas devenir avocat, dans le sens qu'il y avait vraiment du monde véreux qui se retournait, qui changeait de carrière pour devenir avocat. Il disait, il y a vraiment du monde croche qui deviennent avocat parce que t'es pas toujours obligé de plaider non plus avocat, là. Tu peux c'est ça. Tu sais, j'écoutais un petite vidéo hier qui disait qu'il y a comme 25% des avocats qui plaident. En fait, il y a plein de gens qui font du droit des affaires, de la révision de documents. Tout à fait. Puis, tu sais, je dis, il y a plaidé puis plaidé, là, aussi, là, tu sais, ce qu'on voit dans les films, là, devant un jury, là, puis une foule, puis tout ça, c'est une affaire, là, mais je veux dire, en cours, là, les juges sont débordés, là, du matin au soir, ils passent des petits cas que c'est one-two check, là. Je veux dire, il n'y a rien à débattre là-dedans. Là. Mon client s'est fait pogner pour ça. On veut pas avoir genre telle affaire, fait qu'il plaide coupable pour avoir moins
de sentence. OK, check, next. Ouais, mais même ça, c'est plaidé. Parce que si Ouais. tu fais ça, il te faut une toge, tu sais. Puis c'est ça, la petite vidéo que j'écoutais de l'avocate Rose sur Instagram, elle disait qu'il y a juste 20-25% des avocats qui possèdent Ouais. même une toge. Parce qu'il y a plein de monde qui n'en a pas besoin. C'est ça. Mais souvent, tu vas avoir une personne comme ça qui va passer sa journée en cours, mais le monde qui feed ces cas-là, c'est un autre avocat, tu sais. Oui, exactement. Ou un paralégal, tu sais. Ouais. Puis de toute façon, le fait qu'il ait toutes les qualifications pour devenir avocat, je suis sûre qu'il a toutes les qualifications pour devenir avocat, mais la Cour suprême, parce qu'il s'est rendu jusqu'en Cour suprême, se demandait si quelqu'un qui avait autant fait mal à la confiance du public pouvait devenir avocat, finalement. Ouais, c'est ça. C'était vraiment une question éthique grave. Puis il a été refusé, puis c'était vraiment inédit là, que quelqu'un soit refusé comme ça. Là. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu comme plein de vie, ce gars-là. Ouais. Mais souvent, ces gens-là, sont pas. Ils se barrent pas à une petite affaire, puis ils font comme OK, ben maintenant, je m'en vais là-dedans. Puis tu sais, j'ai compris aussi les avocats, parce que tu découvres que tu as un loup dans ta bergerie de journaliste. Là, tu es un avocat, puis là, tu fais comme OK, je vais-tu accueillir ce loup-là dans ma bergerie? Oui. Je veux dire, consciemment, je ne vais pas faire rentrer quelqu'un qui pourrait causer du tort à la profession d'avocat. Ah, mais tout à fait, c'est ça. Mais Zuckerman, il disait, celui qui l'a engagé, là, il disait qu'au début, là, il servait du café. Il dit, hey, moi, là, j'aurais pas donné le numéro d'assurance sociale de ma mère. Là. Ouais. Il dit, je voulais qu'il ait accès à aucune information. Il dit, je faisais pas confiance, mais il voulait comme lui donner une deuxième chance, mais il était pas sûr. Puis au fur et à mesure, il s'est rendu compte que, tu sais... Jusqu'à temps qu'il donne de quoi, puis que là, whoop, tu sais, des pas, fois, c'est comme ça aussi, tu sais. Oui. Il peut se cacher longtemps jusqu'à temps qu'il y a qu'est-ce qu'il veut, puis ouais. c'est comme un alcoolique, là, je veux dire, tu peux tu peux être sobre pendant 10 ans, puis là, whoop, à un moment donné, il arrive une petite affaire, tu glisses, puis c'est fini. Là. Ah ouais, fait que tu penses que sa mythomanie n'est pas guérie, elle est juste contrôlée. Moi, je vois ça de même. Okay. Je sais pas si c'est comme ça, là. Je veux dire, à quelque part, c'est un rush d'adrénaline. T'as une raison probablement psychologique, physique là, de mentir. Là. Ça t'apporte quelque chose. Là. Ouais, lui, c'était vraiment comme la manière c'était présenté comme un manque d'amour. Un besoin de se faire admirer et un manque d'amour. Ouais, c'est ça. Tu sais, comme sa fameuse phrase, là, es-tu fâché contre moi? Là, il disait ça à tout le monde. Ouais. Tu sais, c'est ça. Puis il disait... Il voulait savoir tout sur tout le monde, tout le temps, être impliqué. Tu sais, il voulait pas être mis à part. Il avait peur que les gens le mettent à part. Il avait peur que les gens soient fâchés, parlent dans son dos. Il y a comme quelque chose de super triste, là, parce qu'il y a comme un gros besoin d'être aimé. Mais il y a plein de monde qui ont besoin d'être aimé, puis ils ressentent pas le besoin de mentir à des millions de personnes. Mais non, j'ai trouvé ça... ça m'a comme... j'ai trouvé ça triste. Pour ce gars-là. Puis en même temps, à chaque fois que je vois des cas de monde qui ont eu 50 000 vies comme ça, je me dis, que ma vie est plate. On se dit souvent ça. Ouais. Et plate, mais en même temps... J'ai pas de trouble. Non, c'est ça. Exactement. Tu te retrouveras pas en cours pour avoir menti ou whatever. Non, c'est ça, mais je trouve ça fascinant. Ouais. Ben, merci beaucoup pour ce cas. Puis, écoute, j'ai jamais vu ton film, donc je vais essayer peut-être de le retrouver puis écouter ça. Maintenant. Oui! Tu me diras si Chuck Lane est présenté comme un héros. Ouais. Je veux savoir. Ça doit être un c'est quoi, début 2000, ça, ce film-là? 2003, ouais. Ouais, ça doit être un beau film. Je vais l'écouter avec toi. OK. J'aimerais ça. Je vais sûrement m'endormir dessus, mais je t'aime. C'est pas grave. Bon, ben, on vous laisse avec le mot de la fin. Si vous faites le mal, Faites-le bien. au revoir. Au revoir.